merci d'être là et merci au Syntec d'avoir organisé cet événement qui nous tient à cœur. En quelques mots, parce que le plus important c'est Thomas ici présent qui est entrepreneur qui va vous parler. Donc je représente ici Ardian, qui est un fonds d'investissement qui existe depuis plus de 20 ans et dont le métier est d'accompagner les entrepreneurs justement pour accélérer leur développement en France et à l'international. Et ce qu'on aime bien justement, c'est d'utiliser tous les leviers possibles, que ce soit la croissance à l'international ou les acquisitions. Ça se traduit un peu avec notre représentation un peu partout dans le monde, ce qui est important pour les entrepreneurs. Alors, si on vient à l'essentiel, c'est accélérer son développement. Qu'est-ce que ça veut dire pour une société? C'est plusieurs leviers. Accélérer son développement, ça peut être plus de dépenses marketing, ça peut être trouver des partenaires, ça peut être faire des acquisitions ou ça peut être accélérer le développement produit. Et dans ces étapes-là, ce qui est important, c'est de savoir comment les financer. Alors, il y a plein de financeurs qui existent. Il y a l'option les aides d'État. Il y a bien évidemment la société qui autogénère les moyens de son financement. Et puis, tous les investisseurs tiers professionnels, que ce soit les fonds de venture capital ou les fonds de capital développement comme nous. Ce qui est important pour vous, et après on parlera avec Thomas, c'est de savoir que toutes les sources de financement ne se valent pas, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Et chacun des interlocuteurs que vous pourrez avoir en face de vous ont des prismes, ont des stratégies différentes. Et donc l'argent ne se vaut pas partout pareil. Et donc il est important d'avoir ça en ligne de mire. Alors là, il y a quelques case studies, mais on ne va pas les descendre ici parce que ce qui est important, c'est Thomas. Mais ce qui est important, encore une fois, d'avoir en tête, c'est accélérer son développement à partir du moment où on a parlé du produit, du marketing, qu'on a fait sa place sur son marché domestique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a envie de se projeter à l'international? Alors, c'est plein de choses, mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est que plus que de la stratégie ou des opérations, c'est la capacité de savoir quelle est la culture de mon entreprise et quelles sont les personnes qui vont me permettre d'accélérer ce développement. Donc, la personne qui va mieux témoigner, c'est Thomas, qui est en fait l'un des cofondateurs de KRDS, qui est une agence de social marketing spécialisée dans tout ce qui est bot aussi, qui fait près de 10 millions de volume d'affaires et 50% de son chiffre d'affaires en Asie, avec des bureaux en Inde, à Singapour, à Shanghai et à Hong Kong. Voilà, je te laisse la parole. Ok, super. Bonjour tout le monde. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu l'intitulé de cette session qui s'appelle le développement, effectivement la croissance, le développement. Alors j'imagine que certains d'entre vous sont peut-être des entrepreneurs, des start-upers. Alors est-ce qu'il y a des gens qui ont lancé leur boîte, qui sont start-up ici? Voilà, quelques-uns. Super les gars. Les filles en fait. Voilà, super, bravo. Eh bien, écoutez, je vais vous dire quelques mots sur ce qu'on a vécu nous, parce qu'en réalité, on se rend compte souvent, ce qui est intéressant, c'est les retours d'expérience. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait, nous. Alors, hop, j'avance un petit peu. Voilà. Donc, moi, je suis Thomas Guenouche, je suis un des cofondateurs de KRDS. C'est une boîte qu'on a lancée avec des associés il y a 8 ans déjà. Donc, le temps passe vite. D'ailleurs, un premier retour que je ferai aux entrepreneurs, et même à n'importe qui veut lancer sa boîte, c'est que souvent, le temps passe plus vite que ce qu'on pense. Et qu'en réalité, quand on lance une boîte, c'est pas pour 1 ou 2 ans, c'est sans doute pour 5 ou 10 ans. Il faut l'avoir en tête. Alors effectivement, on a des cas extraordinaires comme YouTube qui vend sa boîte au bout de 18 mois à Google pour 1,6 milliard. Mais c'est des cas extrêmement rares. En général, quand on lance sa boîte et que ça marche bien, on reste pendant longtemps. Voilà, donc toujours est-il que je suis toujours dans la boîte après 8 ans. Et effectivement, c'est une boîte qu'on a bien développée. Donc je vais vous raconter un petit peu, notamment sur la partie croissance, qui était une expérience assez intéressante. Alors en fait, ça c'est KRDS en 2009. À la base, on a commencé à 4, voilà, pas dans un garage, mais presque. En réalité, on ne se voyait pas beaucoup. On était beaucoup à distance. On se voyait quelques fois par an. En réalité, vraiment, physiquement, on se voyait quelques fois par an. Mais on passait notre journée sur Skype à créer des jeux et des applications sur Facebook. Donc évidemment, à l'époque, vous imaginez bien que c'est en train de boomer. Et là, l'image que vous voyez, c'est l'incubateur de télécom qui a été le premier endroit où on a mis des bureaux. Donc effectivement, 2008, la boîte se crée. 2009, on est à l'incubateur, on triple le chiffre d'affaires. 2010, on le saura un peu plus tard, on retriple encore le chiffre d'affaires. Donc on va vraiment être sur une dynamique assez forte, complexe, et voilà, va falloir scaler. Et donc pour scaler, un des points qu'on s'est dit, à ce moment-là, on a un problème. Il faut savoir qu'en 2009, voilà, Facebook cartonne. Les annonceurs viennent vers nous pour avoir de la présence sur le social media, sur Facebook, sur Twitter et autres.
enfin principalement sur Facebook à vrai dire, hein, et c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que comme vous le savez sans doute, Facebook aujourd'hui c'est 1,7 milliard de personnes actives par mois, VS Twitter d'ailleurs qui stagne à 300 millions par mois, hein, donc Twitter c'est peut-être déjà la fin. Mais voilà, c'est pas le point aujourd'hui. Toujours est-il que voilà, aujourd'hui, on continue nous principalement sur Facebook, mais même si on parle beaucoup d'Instagram, on parle beaucoup de WhatsApp, de Snapchat et même en Asie de WeChat. Mais donc, revenons en 2009, là où à ce moment-là, on a un petit problème pour scaler. Imaginez, c'est quoi le contexte? On a un market fit. Un market fit, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, ce qu'on offre au marché a une bonne réponse positive. On peut délivrer. Voilà. On n'a pas simplement un client, on a beaucoup de clients qui viennent vers nous, et à ce moment-là, il faut scaler. Donc ça, c'est un bon problème. Et en général, quand on a ce market fit, on le voit immédiatement. À ce moment-là, nous, on a besoin de quoi? On a besoin de développeurs. On est en mode, une partie de l'activité de l'agence, c'est en mode agence, c'est-à-dire qu'on fait 10 projets, il faut plus de monde que pour un projet. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut notamment du staff. Donc, il faut des développeurs, des ingénieurs, des chefs de projet. On a un peu de mal à recruter en France parce qu'on n'est pas connu. On s'appelle KRDS. Même vous ne nous connaissez sans doute pas. Encore aujourd'hui, malgré qu'on est très connu sur notre marché. À l'époque, personne ne nous connaît. Donc, pour recruter, c'est difficile quand on ne s'appelle pas Google, Microsoft ou Facebook. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On essaie les écoles, on essaie tout ce qu'on peut, et on a du mal à recruter. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va se tourner vers les solutions qui sont un peu bien connues, notamment l'Asie. À ce moment-là, on se dit, tiens, on va aller en Asie. Alors, il faut comprendre que KRDS, en 2009, c'est une petite boîte. On est voilà, 4 plus quelques stagiaires. On va faire, dès 2009, environ, en ordre de grandeur, 504 chiffres d'affaires. Et donc, mais cela dit, l'année d'après, on va être parti sur du 1,5 million. Bon, il va falloir, nous, on ne le savait pas à ce moment-là, mais il va falloir cravacher pour les faire. Parce qu'il y a le market fit, parce qu'à ce moment-là, ça marche bien. Donc en Inde, pourquoi? Parce qu'en fait, d'ailleurs, je n'ai pas dit Inde, j'ai dit Asie, mais on a commencé par l'Inde. Pourquoi on a commencé par l'Inde? En fait, c'est intéressant l'Inde parce que c'est un pays qui d'ailleurs qui va devenir le plus grand du monde. Comme vous le savez, il y a 1,3 milliard de personnes en Inde, pratiquement, un petit peu plus en Chine, et on estime que d'ici 10, 20, peut-être 30 ans, l'Inde passera devant la Chine. Donc l'Inde, pendant très longtemps, va devenir le plus gros pays du monde. Donc, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas négliger les plus gros marchés, que ce soit l'Inde, la Chine, et puis toute la péninsule sud-asiatique, évidemment, avec pas mal de gros pays comme l'Indonésie notamment. Bref, nous on se dit pourquoi pas aller là-bas? Parce que notamment, comme vous le savez sans doute, l'Inde, il y a beaucoup de développeurs. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de développeurs, mais il y a aussi des développeurs moins bons. On parle de 300 000 nouveaux développeurs par an sur le marché, c'est énorme, alors qu'en France, c'est quelques milliers. On va dire à compétences égales, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on se lance quand même là-bas parce qu'on sait très bien qu'il y a potentiellement le staff pour nous là-bas. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. En fait, on a un de mes associés, Thomas, qui va aller là-bas, qui va aller sur le terrain. Et donc c'est marrant parce qu'au début, peut-être certains d'entre vous sont déjà allés en Inde ou en Asie, connaissent un petit peu, mais à l'époque, nous on ne connaissait pas du tout. Donc on se dit tiens, on va aller faire un peu de prospection, on va aller voir comment ça marche, où est-ce qu'on peut s'implanter. Donc vous connaissez sans doute déjà quelques villes comme Mumbai, comme Delhi, comme Chennai, comme Bangalore, bien sûr. Bangalore souvent cité comme évidemment la Silicon Valley indienne. Donc bref, nous, on fait le tour des villes et on se rend compte que finalement, il y a des avantages et des inconvénients aux différentes villes. Encore une fois, à ce moment-là, on est en train de se dire, on est en 2009, il nous faut du staff, on veut scaler. Donc on veut recruter, mais on ne s'appelle pas Microsoft, on ne s'appelle pas Google, on n'a pas des millions à mettre sur la table, d'autant plus qu'on n'a pas encore levé des fonds à ce moment-là, ça va venir un petit peu plus tard, ça va venir 2 ans plus tard en réalité. Donc on est vraiment en mode lean. Mode lean, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, on n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent, on a envie de tester, voir si ça va marcher. Donc qu'est-ce qu'on fait? On set up in Chennai. Donc Chennai, c'est la 4e ville de l'Inde, dans le sud de l'Inde. C'est en bas à droite si vous regardez la carte. C'est pas très loin de Bangalore. Voilà. Mais c'est une ville que pas beaucoup de gens connaissent en France parce que on n'entend pas beaucoup parler, même si c'est pas très loin de Pondichéry, qui est un ancien comptoir français. À ce moment-là, on se dit tiens, on va aller là-bas parce que à Bangalore, il y a beaucoup de boîtes. À Bangalore, ça veut dire qu'on va être en compétition avec Microsoft, en compétition avec Google, en compétition avec Amazon. C'est pas évident d'attraper les profils là-bas. Ça veut dire aussi que les salaires sont plus élevés, l'attrition est plus élevée, les gens partent plus vite. Donc on se dit que c'est pas forcément le bon plan Bangalore.
Quant à Mumbai et Delhi, bon, ben, on a un peu des situations similaires et d'autres problèmes. Par exemple, Mumbai, c'est une grande métropole très grande avec des problèmes d'infrastructure. C'est compliqué de se déplacer. Delhi, c'est cher aussi. On décide d'aller à Chennai parce qu'en plus, on sait que potentiellement, c'est moins pollué parce que c'est près de la mer. Voilà, et l'avenir nous a donné raison. Donc ça ressemble à quoi? Là, je vous ai mis, pour l'histoire, vous voyez, on est le 23 avril 2009. C'est mon associé Thomas Gestin qui nous envoie un mail en disant, voilà, j'ai installé la clim, j'ai installé Internet dans la maison qui va être l'endroit où on va commencer à faire du business en Inde. Donc il faut vraiment comprendre que là, on est comment? On est comme ça. C'est-à-dire que là, moi, je suis en 2009, je pars de chez moi, je vais acheter un scooter à Chennai, une noix de coco, et on s'installe dans le salon. Voilà. Là, on est dans le salon, on est dans une maison à Besant Nagar, à Chennai, et on s'est dit qu'on allait recruter. Vous voyez, au premier plan, il y a une espèce de table pour recruter des gens sur du papier. Enfin, on est en 2009, il faut quand même comprendre que c'est très longtemps, il y a très longtemps à l'échelle d'Internet. Mais à ce moment-là, vous voyez, on fait venir les gens. Et c'est comme si aujourd'hui à Paris, il y avait des Américains qui venaient ouvrir un petit bureau dans le 19e, pas loin d'ici, qui prenaient un petit appart et qui essayaient de recruter des mecs. Bah, nous, c'est pareil. On est dans un quartier un peu plus résidentiel. On essaie de faire venir des mecs en leur faisant croire qu'on est une grande boîte super établie en France. Voilà. On est 50, on est une grande boîte, well settled in Paris. Et en fait, pas vraiment. Mais évidemment, c'est important pour recruter, pour donner confiance aux autres. Enfin, aux candidats. Donc rapidement, toutefois, bah, ça marche parce qu'on arrive à recruter des profils, probablement parce qu'on a une boîte occidentale avec quand même un petit peu de budget, même si c'est très limité. Hein. Là, on parle, le loyer nous coûte 600 € par an, nous on dort à l'étage, le bureau c'est au rez-de-chaussée, donc on est vraiment en mode lean. Et n'importe quelle boîte du monde commence plus ou moins comme ça. En réalité, par exemple aujourd'hui, la boîte la plus fundée au monde, Uber, a commencé presque comme ça. Ils avaient pas une application le jour Day One. Ils ont pris quoi? Ils ont pris un fichier Excel et ils notaient au téléphone les requêtes. Donc nous c'est pareil. Voilà, from Day One on était comme ça. Et aujourd'hui, voilà, la boîte a 130 personnes et va bientôt faire 10 millions de chiffre d'affaires. Donc effectivement, néanmoins, à un moment donné, faut être doer, faut y aller, faut le faire comme ça. Donc, on remplit la pièce et on recrute. Donc là, on voit, on a rempli un petit peu. Il y a même des gens qui sont installés dans la cuisine. Les RH sont dans la cuisine. Voilà. Il y a le recruteur qui est dans la cuisine. Et à ce moment-là, on se dit, bon, c'est bien. Voilà l'équipe à quoi elle ressemblait à ce moment-là quand on s'apprête à déménager. Donc, vous voyez, moi, je suis au premier plan. Et puis, j'ai toute une équipe, quelques Français qu'on a expatriés avec nous. Et puis une équipe de dev indiens. Donc, à ce moment-là, voilà, on est début 2010, on a fait une bonne année 2009, mais là, il faut envoyer. Il faut envoyer parce que cette année-là, on sait que, enfin, on ressent, nous, le business qui croît. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que cette année-là, on va passer de 500 000 à 1,5 million. Et pour faire ça en mode agence, ça veut dire qu'il va falloir envoyer du projet. Et donc, pour l'anecdote, à ce moment-là, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se levait à 9h indienne, au shift indien, voilà, qui est à 3h30 ou 4h30 décalage, et on se couchait avec le shift français. C'est-à-dire à minuit, 1h du mat local. Et donc tous les jours on faisait ça. Donc pendant toute l'année 2010, l'année où on a décidé de déménager, malgré des difficultés. Voilà, là vous voyez, évidemment, dans le sud de l'Inde, il fait très chaud, mais c'est pas que ça le problème. Voilà, on a des problèmes J'ai une anecdote comme ça où un jour il se met à pleuvoir. Ça c'est en dehors de la maison où on est. Et donc les employés viennent tous au bureau, donc la maison. Et là, pas d'électricité. Donc évidemment, nous, en tant que petite boîte, on n'a pas d'infrastructure type groupe électrogène, type voilà, ce genre de choses. Les gens viennent au bureau et ils ne sont pas étonnés qu'il n'y ait pas d'électricité parce qu'en fait, eux l'ont lu dans le journal tamoul. Et donc le journal tamoul, c'est même pas le même alphabet que nous, hein, d'accord? Donc eux, ils me montrent dans le journal que c'est prévu qu'il n'y ait pas d'électricité aujourd'hui. Donc en fait, il y a 10 personnes qui viennent au bureau, qui ne peuvent pas travailler de la journée. Et moi, j'ai des clients en France qui attendent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moi et mon associé, on s'occupe de tout. On dit rentrez chez vous. On se connecte sur un UPS qui va nous donner juste quelques heures de power et puis on ship ce qu'on peut. Donc vraiment à ce moment-là, c'était vraiment en mode difficile et malgré ces difficultés d'infrastructure, hein, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, quand il y a des grandes pluies, c'est la mousson en Asie, comme vous le savez sans doute. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir au travail, il n'y a plus d'électricité des fois pendant des heures. Et même encore aujourd'hui, heureusement maintenant on est dans des bureaux qui sont équipés, mais ça arrive qu'il n'y ait pas d'électricité pendant des heures, malgré qu'on est dans une des plus grandes villes de l'Inde. Thomas, comme le temps tourne, il faut que tu arrives jusqu'à Singapour et Shanghai. Ouais, tout à fait, mais
I'm on time. Donc bref, en 2 mots, la croissance à Chennai. Et ça, on déménage effectivement ici, à Chennai, dans un grand IT park qui va nous permettre de voilà, nous professionnaliser. Cette année-là, c'est là où on va pouvoir vraiment recruter des meilleures personnes. Donc là, voilà, on voit rapidement choisir ce genre de bureau où on voit que c'est assez sommaire à la base et qu'il faut faire des travaux pour rendre ça sympa. Donc voilà, on me voit avec des architectes indiens. Et donc en tant que start-up, à ce moment-là, on se dit bah tiens, allez, on va faire des trucs fous dans cet endroit. On va faire des bureaux délirants et tout, ça va être sympa et tout. Bon, en fait, assez rapidement, on revient à la réalité parce que faire des bureaux en vague comme ça coûte beaucoup trop d'argent. Donc on va revenir à faire des choses voilà, assez sympas mais relativement conventionnelles. Et donc les architectes nous font ce genre de petits plans. C'est très bien. J'ai pas de photos de l'intérieur, mais j'ai des photos de l'extérieur, du prochain bureau. Et ça, c'est là qu'on a bougé dans un autre IT park. Et là, à ce moment-là, on est en 2011. Ardian vient de rentrer au capital et nous permet d'asseoir notre croissance ici. Ça veut dire que là, à ce moment-là, on commence le business en Asie. On commence à attaquer le marché indien. Et grâce effectivement à ces bureaux. Et qu'on récupère, encore une fois, voilà, warm shell, ça veut dire béton au sol, béton au plafond. Et donc là, on imagine tout from scratch. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, nous, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un grand bureau avec des business units. On les voit en couleur ici. Pourquoi ? Parce qu'on voulait garder des petites équipes. Comme on dit dans le dev, des équipes qui peuvent se nourrir avec 2 pizzas. Donc typiquement, voilà, une dizaine de personnes, quinzaine de personnes max. Et là, du coup, nous, on voulait garder l'idée d'une start-up, l'innovation, la réaction, la connexion entre les personnes. Donc voilà, ça nous permet de faire un bureau qui est sympa. Donc voilà, le jour de l'inauguration, dans des beaux bureaux, voilà, un peu ambiance Silicon Valley, sans faux plafond, très bruyant. Voilà, donc ça, on a un peu regretté, mais au final, c'est sympa quand même. On y est toujours. Donc avec l'équipe. Et voilà, donc ça, quelques années plus tard, voilà, il y a une partie de l'équipe ici. Donc on voit en bas au premier rang. Et du coup, voilà. Et ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis de centraliser la boîte, toute notre infrastructure en Inde pour ensuite scaler dans les autres pays. En fait, on a toute une organisation, une usine en fait, qui va nous permettre de faire du dev, mais également des RH, de la finance, du contrôle de gestion, des salaires, ou tout ce qu'on veut, depuis l'Inde pour tous les pays. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Eh ben, on s'est dit, bah, on a fait du business en Inde, on a ouvert un autre bureau. Et là, encore une fois, grâce à Ardian qui a investi en KRDS, on a ouvert à Singapour. Donc voici ensuite quelques photos, les dernières photos. En haut à gauche, là, on a donc quelques équipes de l'Inde. Au milieu, on a Singapour, qui sont aujourd'hui plutôt une douzaine. En haut à droite, c'est la France. En bas à droite, c'est Hong Kong, qui a ouvert il y a très peu longtemps. Donc on a ouvert un petit bureau à Hong Kong. Au milieu en bas, c'est les autres équipes de l'Inde basées à Mumbai et à Delhi. Donc là, on fait du business, c'est-à-dire qu'on a des bureaux à Mumbai et à Delhi qui vont aller chercher les clients locaux. Et puis Shanghai aussi qui a bien commencé et qui démarre bien. C'est très différent la Chine parce qu'effectivement, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter, comme vous le savez, il y a le Great Firewall. Évidemment, ce sont des choses locales qui se passent là-bas. Donc il y a Sina Weibo et bien sûr WeChat qui est devenu vraiment un phénomène de société là-bas, sur lequel on s'active. Et Dubaï, qu'on a lancé aussi depuis l'année dernière, depuis l'Inde, et puis maintenant, on a quelqu'un sur place. Donc voilà. Nous, ce qu'on a choisi comme direction pour notre croissance, c'est l'international. Mais on ne l'a pas fait n'importe comment. On a d'abord centralisé toute une production en Asie et ensuite pour en fait faire des satellites. Donc l'organisation de la boîte, elle est intéressante parce qu'on a vraiment une usine qui va supporter du dev, mais également voilà, comme je disais, du RH, toutes les fonctions support, pour ensuite nourrir les satellites qui sont aujourd'hui voilà, Paris, Shanghai, Singapour, Mumbai, Delhi, Dubaï et Hong Kong. Et voilà. Et donc demain, si j'ai envie d'ouvrir une autre agence en Indonésie, si j'ai envie d'ouvrir une agence en Australie ou partout, effectivement, c'est assez facile parce que j'ai toute une infrastructure qui est prête pour ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que grâce à Ardian notamment, voilà, on a pu se développer, faire ça, et on a pu accélérer l'international. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tous les cas, voilà une partie de l'histoire de l'entreprise. Et encore une fois, les conseils qu'on donne, c'est que pour se développer, il ne faut pas hésiter évidemment à envisager d'autres marchés. La France ne suffit pas. Il y a même des anecdotes où Google dit pourquoi vous faites votre application en français, ça ne sert à rien. Faites-le en anglais. Voilà. Merci.